Vous écoutez Dans quoi je m'engage et dans cet épisode, on va parler de solitude. C'est vrai que la période de confinement, elle a accentué certaines situations qui étaient déjà très dures. D'ailleurs, SOS Amitié, durant cette période, a été submergée d'appels. Et même encore maintenant, les retombées se font sentir. Alors toujours plus d'appels, mais pas assez de bénévoles, parce que c'est pas si facile que ça d'écouter. C'est même tout un processus qui a été mis en place par SOS Amitié. Alors comment ça se passe ? Comment on aide juste par téléphone ? Et puis comment on prend le recul nécessaire aussi quand on a des coups de fil trop durs. Tout ça, on va en parler avec François Delforge. Il est président d'SOS Amitié Nord. Donc SOS Amitié, c'est une association loi 1901. Il n'y a que des bénévoles, aucun salarié. Et ce sont des gens qui se destinent à aider les gens en difficulté par l'écoute. Donc c'est en fait une aide complètement immatérielle, si vous voulez, ça n'a rien à voir. Il y a 18 000 façons d'aider les uns et les autres. Il y a des façons concrètes, il y a les restos du cœur, il y a tout ce que vous voulez. Et nous, c'est purement, comment je peux dire ça, c'est pas abstrait, c'est très très concret, mais c'est immatériel. Voilà. Donc, les principes de l'écoute SOS Amitié, ils sont très simples. D'abord, un anonymat extrêmement strict, c'est-à-dire que tout le monde s'interdit, et les gens qui appellent le savent très bien, d'échanger des coordonnées, d'essayer de deviner, etc., etc. Cet anonymat, il offre une liberté incroyable, parce que si vous voulez, il m'arrive de dire qu'on peut dire à SOS Amitié des choses qu'on ne dirait pas à son meilleur ami, vous voyez ? Par crainte d'être jugé ou de dévoiler trop de soi-même. Là, l'anonymat offre une liberté totale dans les échanges. Après, ce sont les principes de l'écoute dite rogerienne, c'est-à-dire elle est bienveillante, sans jugement, et surtout, je trouve centrée sur la personne de l'appelant. Rogerienne, c'est-à-dire ? C'est un psychologue qui a mis au point une technique d'écoute comme ça, qui en fait, c'est la répartition des rôles entre la personne qui écoute et la personne qui appelle. La personne qui écoute, en principe, elle n'a pas tant que ça à intervenir, vous voyez. Évidemment, elle ne raconte pas sa vie ou elle ne se compare pas. Mais elle ne peut pas non plus, comme on dit que font les psychanalystes, se contenter de faire Donc il y a un équilibre à trouver, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on dit que l'écoute, elle est centrée sur la personne de l'appelant. Mais ça, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que si tout se passe bien, la personne qui appelle a l'impression, à juste titre, que la personne qui l'écoute, elle ne fait que ça à 100%. Concentrée pour écouter ce qu'elle a à dire. Comment on devient bénévole comment ça se passe ? Quand on va vers SOS Amitié, c'est généralement que on a de l'empathie, vous voyez, et un certain don pour peut-être l'écoute. Donc, ça s'est passé comme ça pour vous ? Oui, alors après il y a des signaux, vous savez, c'est les hasards de la vie, on ne peut pas... C'est un petit peu toujours le même profil. Et c'est un petit peu souvent aussi la même tranche d'âge, c'est-à-dire des gens qui arrivent ou qui voient arriver la retraite et qui se réorganisent pour se rendre utiles, si vous voulez. Il y a quand même des tranches d'âge différentes. Oui, on a toujours un petit peu de jeunes. On fait attention que ce ne soit pas un recrutement totalement de personnes à plus de 60 ans, quoi. Donc, c'est un risque qu'on prend, parce que les jeunes, la vie fait que, si vous voulez, ils restent moins longtemps. Nous, malgré tout, on mise sur les personnes qu'on recrute, si vous voulez. C'est pas, on les forme, vous voyez. Il y a tout un processus de sélection où on retient, je dirais, moins d'une candidature sur 10, vous voyez. D'accord. Il y a des gens qui ne s'imaginent pas ce que c'est. Il y a des gens qui ne s'imaginent pas le temps que ça prend. C'est pas énorme, mais malgré tout, il faut pouvoir consacrer, je dirais, une demi-journée par semaine, enfin 4 heures par semaine, vous voyez. D'épargner finalement quelque chose qui ne marcherait pas. Et la dernière étape, ils sont reçus par un psychologue tenu au secret, mais qui en même temps passe 1 heure avec eux pour vérifier qu'on ne va pas dans le décor, que l'inspiration n'est pas perverse ou j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire. Donc au total, ce processus-là, il est assez réussi parce qu'on n'a pas de...
On n'a pas de gens qui s'en vont par surprise au bout de 3 mois, etc. Ça n'est pas du tout que de la bonne volonté. Vous voyez, vous ne pouviez pas y aller en disant par des bons sentiments. Vous voyez, non. Il y a une façon d'écouter, ça s'apprend, on est formé, ça peut aller jusqu'à un peu plus d'1 an, une partie théorique, une partie pratique. Donc, je ne vais pas dire que c'est professionnel, mais c'est sérieux. Ouais. Alors, comment ça se passe concrètement un appel Alors, c'est la surprise. Bon, après, on peut parler un peu de statistiques, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hommes, femmes, c'est à peu près équitablement réparti. Les tranches d'âge, il faut bien dire que ce sont quand même plus souvent des personnes âgées, parce que un des principaux motifs d'appel, c'est la solitude. Et la solitude, elle frappe à tout âge, bien sûr. Il y a des divorcés, il y a tout ce que vous voulez, des parents qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants, il y a... Mais bon, plus on avance en âge et plus la solitude est là. Donc je dirais que... Mais ça n'empêche pas d'avoir des appels de personnes de 13 ans, vous voyez. Donc vous décrochez le téléphone, il y a un boulot de dingue, parce que à peine vous avez raccroché que ça ressonne. C'est pas du tout, il n'y a pas de temps d'attente entre les deux. De temps en temps, on est obligé de faire une pause. Si vous avez eu un appel un peu lourd, vous ne pouvez pas prendre l'appel suivant immédiatement. On se retire un petit peu, on a un local qui le permet. Nous, comment je vais dire ça, on accueille la parole de l'appelant, comme je vous l'ai dit, sans jugement, avec bienveillance, en respectant ses rythmes. Vous voyez, une des choses qu'on apprend en écoutant, c'est que il ne faut pas meubler. C'est absolument pas comme ça qu'on procède. Si l'appelant met du temps ou utilise parfois un détour, il appelle en fait pour un problème locatif et on s'aperçoit que derrière c'est absolument tout à fait autre chose. Donc ce rythme-là, il est respecté aussi en ce qui peut aussi comporter de silence ou de réticence. Voilà. Grosso modo, la durée moyenne, c'est 20 minutes. Vous voyez, mais c'est une moyenne. Vous pouvez avoir des appels de 5 minutes qui soulagent suffisamment la personne de l'appelant. Et puis, vous pouvez avoir des appels où on ne compte pas son temps et ça peut atteindre 1 heure, si vous voulez. Hein. Mais il y a toujours un moment où on se rend compte qu'on commence à tourner en rond. On réentend la même chose, vous voyez. Et il est très rare que ce soit difficile de terminer l'appel. Souvent, c'est l'appelant lui-même qui comprend qu'on est allé aussi loin qu'on pouvait, ou s'il est soulagé, c'est encore mieux. Et donc, il n'y a pas de violence dans la fin de l'entretien. Souvent, elle est vraiment consentie d'un commun accord. Et comment on gère le recul qu'on est obligé de prendre par rapport à... Cette question est importante. On ne pourrait pas écouter sans recul, oui. On se mettrait soi-même en danger. Il y a un autre mécanisme qui est celui de l'oubli. On s'aperçoit que quelle que soit l'intensité des appels, il y a une fonction de chasse, si vous voulez, qui fait que sur le trajet pour rentrer chez vous, vous l'oubliez le plus souvent. On oublie et c'est un signe de bonne santé, vous voyez. Et de la même façon, il faut doser la proximité avec l'appelant. Par exemple, il faut faire attention à ne pas se laisser embarquer par l'émotion. Si vous avez quelqu'un qui est secoué de larmes et que cette émotion vous gagne et que vous ressentez la tentation de pleurer, vous ne rendez service à personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on fait alors quand on a envie de pleurer ? C'est une question de reprise de contrôle, si vous voulez. C'est un signal d'alerte, si vous voulez, en disant je suis en train d'aller trop loin. Et donc, malgré tout, on est quand même capable de se ressaisir un petit peu, si vous voulez. Je pense même pas que les appelants s'en rendent compte, parce que... Non. C'est vraiment un contrôle intérieur en disant là, je suis en train d'aller trop loin, vous voyez. Donc, je reviens à la bonne distance. La bonne distance, c'est la question de toute une vie. C'est pas seulement les écoutants. C'est compliqué à gérer la bonne distance. Et là, c'est vrai c'est une problématique, mais bon, tout le monde s'en sort. C'est pas compliqué. Donc, on arrive quand même à se détacher. Oui. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir de la frustration de
De se dire qu'on n'a pas réussi à l'aider ou... Alors ça arrive. On ne réussit pas tous les appels, je pense quand même la majorité. Il y a des personnes, il y a des appelants dans des souffrances très intenses et pour lesquelles on ne peut rien. Rien. D'abord, on ne donne pas de conseils, si vous voulez. Faites ci, faites ça. On n'est pas là pour conseiller, on est là pour écouter. Bon. La plupart du temps, les gens, à la fin de l'entretien, se portent mieux. En fait, c'est une question d'humanité. C'est pas très compliqué. On est des êtres communicants et si vous ne pouvez pas parler à quelqu'un ou partager avec lui une douleur, etc., ça devient vite insupportable. Dans le fait de parler, il y a la sensation d'exister. Enfin, on n'a pas l'obligation morale, on ne se la donne pas, et elle n'existe pas, de soulager. On soulage peut-être dans 90% des cas, mais même les 10% qui restent. La personne a seulement été écoutée. C'est tout ce qu'on a pu faire. Elle ne va pas mieux à la fin de l'entretien. Mais déjà, c'est utile. Voyez ? Il y a aussi des gens qui téléphonent pour partager un bonheur. Ah oui ? Oui. C'est pour vous dire, enfin, si vous n'en parlez pas, ça n'existe pas. Ouais. Donc j'ai eu mon examen. Il y a des gens qui n'ont personne à qui le dire, ou c'est pas la majorité des appels, ou des gens qui appellent pour remercier ou pour tenir au courant. C'est, sans aller jusqu'à créer une addiction, il y a des gens un petit peu habitués, oui. Oui. Est-ce que là, avec cette période de confinement, etc., vous avez constaté qu'il y a eu plus d'appels? Alors c'est indiscutable. C'est indiscutable et on a été secoués parce que tout à la fois il y avait plus d'appels et moins de possibilités d'écouter. Mon sentiment à moi, c'est que en fait le corona a accentué en fait a rendu plus douloureuses des situations qui l'étaient déjà. Mais avec des angoisses propres à la situation, d'attraper la maladie, d'être enfermé. Avec des profils différents, du coup Oui, il y avait des nouveaux appelants. Et encore maintenant, vous voyez les retombées du coronavirus? Oui. Ouais. Oui, parce que la deuxième vague, finalement, l'expérience du confinement fait que personne n'a envie de revivre ça. Et là, on peut, si vous voulez, c'est un très bon exemple, parce qu'on ne peut que écouter. J'ai su, par un professionnel, qu'il a des patients, donc un professionnel à la psychiatrie, qui appelle son cabinet même quand il n'est pas là, aux heures de fermeture, parce que les patients sont soulagés d'entendre ne serait-ce que la bobine de sa voix qui déroule les heures d'ouverture du cabinet. Il y a un effet, si vous voulez, dans le fait de pouvoir s'adresser à quelqu'un d'autre, il y a déjà un effet de soulagement. Et si on veut appeler, il y a des créneaux? C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en théorie. Il y a quand même moins d'effectifs à certains moments que d'autres, spécialement la nuit. Mais sinon, on ne fonctionne pas plage de 4 heures. Au-delà, ce serait trop fatigant. Et en deçà, on n'est pas encore vraiment, vous voyez, dans le rythme. Donc on peut appeler à n'importe quel moment. Oui. Et puis jamais on va vous répondre, je dois partir, etc. Bien sûr que non. L'appel suit son rythme propre, je vous l'ai dit. Ok. Très bien. Voilà. Si François Delforge vous a donné envie de vous engager auprès d'SOS Amitié, eh bien n'hésitez pas, ils sont toujours à la recherche de bénévoles. Et puis si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, sur SoundCloud aussi. Et puis vous pouvez également suivre la page Instagram Dans quoi je m'engage.